Bonjour à toutes et bienvenue au nom de l'association Reviero. Je m'appelle Violetta Beloucha, je suis conseillère en sexologie et résilience. Je vois seulement des patientes qui ont vécu des violences sexuelles, inceste, viol pédocriminel, violence obstétrique et gynécologique et mutilation sexuelle, excision, infibulation et cyberviolence sexuelle. Et alors, aujourd'hui, c'est la continuation de ce que nous avons commencé à parler le 27 mars, et c'est les traumas sexuels et la résilience sexuelle dans les cas de l'inceste. Et il y a trois manières de poser des questions. Une, c'est dans les fils de la conversation, dans les chats. Il y a aussi tout simplement poser la question au travers de votre microphone. Et la troisième, c'est de poser la question au travers un SMS dans mon numéro professionnel qu'il est écrit dans les fils de la conversation. Excusez-moi, pour le numéro de téléphone, il y a le WhatsApp, Oui. Viber? Oui. Formidable. Il y a un WhatsApp. Et je fais encore entrer les personnes qui sont en salle d'attente. Et dites-moi si vous pouvez bien voir, je vais commencer à partager. Je vais commencer à partager l'écran. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Oui, c'est parti alors. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet que nous avons commencé à parler le 27 mars, et c'est les traumas sexuels et les troubles sexuels et la prise en charge des troubles sexuels des victimes de l'inceste. Alors, on commence pour quelque chose de simple. De quoi on parle lorsqu'on dit les troubles sexuels des victimes de l'inceste? On parle d'anorgasmie, et dans les cas des femmes, c'est un trouble de l'érection, en fait, du clitoris, mais en général, on utilise deux mots différents. Pour parler des femmes, en général, on dit anorgasmie, et pour les cas des hommes, on dit trouble de l'érection. Même si, en stricto sensu, c'est un trouble de l'érection du pénis et du clitoris. On parle aussi d'aversion sexuelle, c'est-à-dire un dégoût, un rejet total pour le fait d'avoir plusieurs types ou n'importe quel type de contact à caractère sexuel. On parle aussi d'un évitement des contacts physiques. On parle des crises d'angoisse au moment de se voir face à quelqu'un qui est nu. On parle aussi des black-out, c'est ça qu'on parle souvent les victimes, c'est une espèce d'évanouissement ou d'oubli total au moment d'un rapport sexuel. Un jargon psychiatrique, ce serait plutôt... pardon, je dois faire entrer des personnes. Et un jargon psychiatrique serait plutôt état dissociatif à partir des caresses ou des contacts qui pourraient aboutir en fait à une demande des caractères et à une demande de rapport sexuel. Donc, l'état dissociatif, ça peut être se sentir en train de, comment dire, flâner à partir d'une vie aérienne. D'autres victimes parlent d'être à côté d'elles-mêmes et d'autres victimes parlent d'une anesthésie de tout le corps ou du bassin ou d'une partie du corps, on ne sent plus rien. D'autres victimes parlent du fait d'être comme dans un brouillard. D'autres parlent comme de se sentir dans un film, c'est-à-dire toute une panoplie d'états dissociatifs tout simplement. Et cela, on ne parlait pas au moment d'une pénétration, mais vraiment à partir d'une caresse. Ça peut être prise dans les bras, ça peut être une caresse toute simple étant habillée, et cela peut déjà déclencher cet état dissociatif.
Ça peut être aussi une culpabilité ou un dégoût pendant une masturbation. Ça peut être une hypersexualité, comprenant qu'hypersexualité, c'est un partage avec beaucoup de partenaires. À partir d'une cinquantaine de partenaires, on parle de promiscuité. Et ce n'est pas un langage moral, c'est un barème qui existe. On parle aussi d'addiction sexuelle. L'addiction sexuelle, c'est comme tout comportement de dépendance où il y a un comportement compulsif qui amène de moins en moins de plaisir et de plus en plus d'anxiété et des besoins de répéter cette compulsion. Et on parle aussi de conduite à risque. Ça peut être concernant les barrières des protections, ne pas utiliser les préservatifs, ça peut être aller vers des inconnus, etc. Et quand on parle d'addiction sexuelle aussi, on peut inclure la masturbation compulsive, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on a besoin d'avoir un comportement envers son propre corps, en les chosifiant, et en sentant que la répétition ne vient pas augmenter un plaisir sexuel, mais au contraire. Et cela donc est accompagné soit d'un imaginaire érotique complètement appauvri, soit absent, soit l'imaginaire érotique qui est peuplé de mémoires traumatiques. C'est-à-dire, la personne, au moment de la masturbation ou dans les couples pour atteindre l'orgasme, va venir être envahie par des images des violences sexuelles correspondant soit au propre inceste vécu, soit à d'autres images des violences. Et je vais vous donner la parole pour voir s'il y a des questions, mais avant, on va passer. Et de quoi aussi on parle lorsqu'on parle des troubles sexuels des victimes de l'inceste? Et on parle aussi de toutes les séquelles impliquant des maladies chroniques qui touchent aux parties intimes. Donc, je ne parle même pas de VIH ou d'autres maladies qui pourraient avoir suite au rapport incestueux. Je parle aussi de maladies chroniques. Et la docteure Violaine Guérin a écrit beaucoup sur le sujet de quelle manière les victimes de violences sexuelles, notamment de l'inceste, parce que ce sont des victimes très précoces, sont surreprésentées dans toutes les maladies chroniques, gynécologiques ou endocrines. Mais il y a d'autres types de maladies chroniques dont on parle très peu, et c'est les maladies chroniques des dents et de la peau. Et souvent, on oublie que la bouche est une zone intime. Et on oublie cela même si on sait que, par exemple, une fellation forcée fait partie de ce qui est qualifié dans le code pénal comme un viol, on le sait. On sait que le fait d'être obligé à embrasser le corps de quelqu'un, la bouche ou un organe génital est un acte violent, c'est une violence sexuelle, on le sait. Mais pourtant, on oublie qu'une des zones qui a subi la violence sexuelle dans l'inceste de plein fouet, c'est la bouche. Donc, une grande partie des victimes de l'inceste ont des problèmes des dents à répétition, des maladies chroniques des dents, infections, etc. Mais on parle très peu, parce qu'il y a comme cet oubli de que la bouche, c'est une partie intime. Et puis, il y a la peau. Et on oublie souvent aussi que le premier organe qui est touché par la violence sexuelle, c'est la peau, parce que c'est toute la zone qui permet les contacts avec autrui. Donc, je vais arrêter de partager l'écran pour voir de quelle manière on peut déjà parler un peu, savoir si il y a des questions. Donc, une première question. Et quel est le nom du médecin qui écrit sur les maladies chroniques chez les victimes de violences sexuelles? Je vais l'écrire dans le chat. C'est la docteure, je dis doctoresse, mais c'est dit docteur, Violaine Guérin. J'ai écrit dans le chat. Oui, merci Alexia, c'est tout à fait. Elle a publié 3 livres. Et il a aussi créé l'association
stop aux violences sexuelles. Voilà. Alors, je vais voir si, pour cette première partie, je n'ai pas de questions sur mon téléphone. Est-ce qu'il y a des questions qui vous posent sur de quoi on parle lors des troubles sexuels des victimes de l'inceste? Non? Je continue à faire entrer les gens et je n'ai pas mentionné d'autres types de troubles sexuels, comme par exemple le vaginisme, qui c'est une contraction involontaire de tous les muscles pelviens et autour du vagin et qui c'est très douloureux ou fait bien impossibiliter la pénétration de toutes sortes, hein, d'un doigt, de la langue, d'un pénis. Et il y a aussi la dyspareunie, les douleurs qui peuvent avoir lieu avant, pendant ou après un rapport sexuel, en comprenant celui-là comme un acte de pénétration. Et donc il y a toutes sortes en fait de troubles sexuels, mais celui peut-être qui est le plus caractéristique, c'est l'aversion sexuelle, c'est le rejet sexuel. Et c'est là, même au sein des relations de couple qui sont très positives, aimantes, pleines d'affection. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, je vais essayer de faire. Non, aucune? Vous êtes timide? Alors, je vais continuer. Est-ce qu'il y a une question? Les moments non? Ok, je vais repartager l'image de mon... Dites-moi si tout va bien. Alors, je continue alors. Et comment aborder et traiter les troubles sexuels des victimes d'inceste? Un bon début, c'est de comprendre la sexualité. Donc, c'est là on reprend une partie de concepts qu'on a expliqué la semaine, il y a un mois, donc le 27 mars. Alors, pour moi, je sépare la question de la réponse parce que parfois, ma réponse, c'est-à-dire la manière de modéliser les composants de la sexualité, il y en a une maintenant, l'année 2021. Personnellement, l'aspect spirituel, on va dire, de la sexualité, moi, je le fais part de la partie éducative, mais je comprends tout à fait qu'une autre personne, avec d'autres convictions, puisse comprendre que l'aspect spirituel de la sexualité n'appartient pas à la partie éducative. Donc, c'est notre représentation. Mais ce qui me semble fondamental, c'est de vous dire que la manière dont, je reviens à la présentation suivante, la manière d'aborder et de traiter les troubles sexuels répond pour notre manière déjà de nous représenter qu'est-ce que c'est la sexualité. Ça semble tout basique, mais c'est important. Donc, voici ma représentation. Et les composants de la sexualité, les aspects, je vais les passer tout rapidement parce qu'on a déjà parlé il y a un mois, les aspects biologiques, émotionnels, affectifs, interpersonnels, psychologiques et psychiques. On était d'accord que je sépare les deux en pensant que l'aspect psychique sont les murs porteurs de notre édifice psychique et les aspects psychologiques sont plutôt modulables. Voilà. Il y a les aspects éducatifs et scolaires, c'est-à-dire c'est l'éducation formelle qu'on peut obtenir dans notre pays, dans chaque pays, et les aspects familiaux. Et on sépare les aspects éducatifs parce que peut-être l'éducation familiale ne correspond pas tout à fait à l'éducation scolaire. Pardon. Et puis, les dernières pétales de cette fleur, c'est les aspects
Pardon, je dois faire entrer les gens. Et il y a les aspects socio-économiques qu'on oublie souvent. Et c'est dommage. On parle par exemple de la précarité menstruelle. Tout le monde sait que bon, cet aspect de la sexualité dépend vraiment de nos revenus. Mais aussi, la santé sexuelle dans les cas des personnes qui ont subi l'inceste dépend aussi de sa situation économique. Parce que ce n'est pas pareil pouvoir dépenser 300 euros, 400 euros par mois pour voir un psychologue ou un psychiatre, un spécialiste de la psychotraumatologie et puis un sexologue ou un sexothérapeute. Ce n'est pas pareil qu'une personne qui est au SMIC, qui doit travailler 9 heures par jour et qui n'a pas un budget pour guérir son stress post-traumatique. Donc, l'aspect socio-économique, c'est une partie très importante de la sexualité. Aussi, par exemple, si on imagine la manière de s'habiller, lorsqu'on peut sentir que on peut prendre soin de ses cheveux, de sa peau, de sa présentation personnelle, on va avoir une image de soi et un rapport à la sensualité que ce n'est pas pareil que si on habite dans la précarité. Et je ne parle même pas de l'extrême précarité, mais vraiment juste des difficultés économiques. Bon, et ces composantes de la sexualité se trouvent toujours dans un contexte culturel et dans un contexte juridique. Et je mentionne les deux de manière séparée parce que parfois ils sont d'accord et parfois non. Et on peut comprendre, je vais encore rentrer les gens, on peut comprendre que par exemple les mariages pour tous, et pour certaines personnes et qu'on parle à la télé, qui se reconnaissent des droites par exemple, et pensent que les mariages pour tous, c'est un programme politique de Madame Christiane Taubira et que ça a eu lieu. Et d'autres personnes disent que les mariages pour tous en France faisaient partie des droits sexuels et reproductifs, qui sont des droits humains, des droits fondamentaux qui ont été avérés, ont été signés dans des accords internationaux. Donc, les contextes culturels, c'est-à-dire comment on peut penser les lois qui viennent toucher la sexualité, sont deux choses différentes. Une chose, c'est la loi, et une autre chose, c'est ce qu'on peut penser de la loi. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Non? Bon. Et par exemple, dans le cas de l'inceste, le mot inceste est entré dans le code pénal français il n'y a pas si longtemps, même si depuis des décennies, on pense que c'est un interdit. Mais la manière de le mentionner, ce n'est pas si clair. Par exemple, Arnaud Gallet disait à juste titre que l'inceste ne peut pas se réduire juste à un viol fait par quelqu'un de la famille. Parce qu'il y a toute une emprise psychologique, une emprise émotionnelle, un lien affectif qui était tergiversé par l'inceste. Donc, comparer l'inceste à un viol pédocriminel, vraiment, ce n'est pas comprendre tout cet aspect émotionnel, affectif, omniprésent et qui subit l'enfant chez lui ou dans une de maisons familiales. Je voudrais m'arrêter là pour savoir s'il y a des questions, commentaires. Non. Et je continue. Donc, chaque thérapeute va traiter les troubles sexuels des victimes d'inceste selon la conception qui s'est faite de ces troubles sexuels et de la reconnaissance de l'inceste comme un fait différenciateur. Et pourquoi cela je l'écris? Il semble très simple, mais je trouve que c'est une base à vraiment réfléchir. Une patiente qui a du vaginisme, ce n'est pas pareil. S'il y a un vaginisme parce qu'il a subi une violence sexuelle lorsqu'il était adolescente ou peut-être une jeune adulte par son partenaire, n'a pas le même signification qui a vécu une jeune pubère depuis toute sa vie et qui sait simplement qu'il
conscients de cela à l'antenne. Et ce n'est pas pareil, parce que tout ce qui va autour du vaginisme, tout ce qui est dans le sens du vaginisme, ne sont pas les mêmes conditions. Donc, il y a des thérapeutes qui vont traiter le vaginisme, par exemple, comme le vaginisme. Il y a d'autres qui vont vraiment comprendre qu'une victime d'inceste va présenter nombreux troubles sexuels. Nombreux. Et qu'il faut les prendre comme ça, comme un groupe. Et ce point est fondamental. Et actuellement, dans l'année 2021, on comprend bien que le stress post-traumatique concerne 4 familles de symptômes. Les symptômes d'intrusion, par exemple les flashbacks, les cauchemars, les symptômes d'évitement, tout ce qui fait la victime pour éviter de se retrouver face au déclencheur de ces symptômes intrusifs. La troisième famille des symptômes sont les symptômes de hyperréactivation neurovégétative, l'hypervigilance, avoir des sursauts, être sur les qui-vive, dans un état d'alerte permanente, en pensant que les moments traumatiques ne s'est jamais arrêté, et qui pas seulement ne s'est jamais arrêté, mais qu'il pourrait encore se reproduire encore et encore à chaque fois. Et puis la quatrième famille des symptômes, qui sont les symptômes qui concernent les croyances négatives sur soi-même, sur la sexualité, sur le monde, sur l'autre, sur l'humanité, sur le futur. Donc maintenant, dans l'année 2021, on comprend bien que suite à un trauma, comme un accident de voiture, un incendie, un viol, un deuil brutal ou un deuil périnatal, par exemple perdre un bébé, faire une fausse couche au 8e ou 9e mois, faire naître un enfant mort, tous ces types de situations, on comprend bien que ce trauma peut laisser une séquelle qui est toujours subjective, individuelle, qui est le traumatisme, et qu'une partie de cette empreinte individuelle, c'est le stress post-traumatique. Et on comprend donc en 2021 que le stress post-traumatique, c'est 4 familles de symptômes. Et on le comprend comme ça. On dit oui, quand quelqu'un vit une expérience traumatique, il est possible que dans les semaines ou les mois qui viennent, puisse présenter un ensemble des symptômes. Et cet ensemble des symptômes s'appelle stress post-traumatique. On le comprend comme ça. Et c'est très bien parce que cela a fait un pas des géants vers la prise en charge de ce ensemble de symptômes. Par contre, en 2021, et dans les études de sexologie, encore, on a une présentation très fragmentée des troubles sexuels. C'est-à-dire, on va parler d'une part de vaginisme, d'autre part des troubles de l'érection, d'autre part, on va parler d'addiction sexuelle, d'autre part, des conduites à risque, etc., des paraphilies, etc. Donc, dans l'année 2021, on a encore une représentation très fragmentée. Et ce que je voudrais, puisque vous êtes thérapeute, et c'est la réunion d'aujourd'hui, c'est pour des thérapeutes, je voudrais que nous réfléchissions ensemble, ou vous, avec vos groupes de travail, vos collègues, vos partenaires, qu'ils soient de votre même métier ou un autre métier, qu'on puisse imaginer que les victimes de l'inceste vont avoir plusieurs troubles sexuels, ce qui est bien normal, parce que ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas juste un viol un jour donné, ils ont vécu une situation de violence sexuelle omniprésente qui a duré pour la plupart des années. Et je vais m'arrêter juste un instant pour voir s'il y a des questions. Vous savez, vous pouvez ou prendre le microphone, vous pouvez également écrire votre question sur le chat et vous pouvez m'envoyer, si vous le souhaitez, un message confidentiel dans mon numéro professionnel. Non, personne, et je continue. Tout le monde voit bien le PowerPoint? Je vais voir la réponse, tout le monde voit bien. Je laisse rentrer quelqu'un.
Je vais voir, tout le monde voit bien? Oui, très bien. Alors, la compréhension donc des troubles sexuels n'est pas univoque. Et donc ça, c'est une possibilité. Les blessures dans la sexualité provoquées par l'inceste sont des blessures physiques, et blessures physiques au moment présent, au moment de viols incestueux ou des attaques incestueuses, et dans la mémoire corporelle. Et c'est bien de distinguer les deux en sachant que les blessures physiques peuvent s'estomper plus ou moins rapidement selon les tissus qui ont été blessés. Par contre, la mémoire corporelle y reste. C'est important de bien se rappeler cela. La mémoire corporelle, toutes les blessures sexuelles qui concernent la mémoire corporelle vont y rester. Puis il y a des blessures dans les 6 compétences émotionnelles. On a parlé la semaine dernière du livre Les émotions d'Elisabeth Cousson et de Françoise Dorn, des éditions ESF. Il y a des blessures dans les liens affectifs et dans les sentiments de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Et la confiance, c'est un élément très blessé chez les victimes de l'inceste, parce qu'ils se sont sentis dominés pas seulement étant enfants, mais ils ont pris conscience étant adolescents de ce qu'ils ont vécu. Et la méfiance va y rester des années. C'est une blessure très récalcitrante, en fait. Et puis, il y a dans les aspects psychologiques, il y a les mémoires traumatiques. Donc, la docteure Muriel Salmona a parlé très bien. Il y a des blessures dans tous les piliers psychologiques, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'identité. L'identité tout court et l'identité sexuelle parfois aussi. Il y a des blessures dans les repères éducatifs liés à la sexualité et dans la capacité verbale et non verbale de transmettre une éducation à la sexualité saine. Et j'insiste sur capacité verbale et non verbale parce que parfois, une victime d'inceste est capable d'élaborer un discours pertinent sur l'éducation sexuelle, mais par contre, son langage non verbal va rester empêtré dans la honte, dans la culpabilité, dans la gêne vis-à-vis de l'enfant dont elle veut faire l'éducation sexuelle. Et puis, il y a des blessures dans l'intégration sociale, professionnelle, économique, lorsqu'on a honte de sa propre famille, et tout un pan des réseaux sociaux qui est coupé. Et quand on a honte de soi, et quand cette blessure psychologique est très importante, et on a honte pas seulement de son corps, mais de son propre être, c'est très difficile de développer une vie professionnelle dans laquelle on va montrer son visage, son nom, parce qu'on se sent déjà mal à l'aise vis-à-vis de soi-même. Et puis, j'écris en rouge blocage juridique, parce qu'il faut savoir que l'inceste, c'est une blessure pas seulement individuelle, mais collective. Et l'inceste vient blesser tout notre réseau social, toute notre société. Et donc, chaque victime d'inceste est porteuse, pas seulement des blessures qui lui appartiennent, mais des blessures qui appartiennent à toute la société qui n'a pas su créer une société sans violence, avec protection de l'enfance et avec un interdit clair. Notre ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, tristement, il a gagné un procès en disant qu'il y avait il a dit, c'est terrible, il a parlé d'un inceste consenti. Il a gagné ce procès parce qu'il est un homme intelligent et plein de capacités. Le problème, c'est qu'il a utilisé son intelligence à mauvaise escient et il a créé une jurisprudence avec cette inceste consenti. Donc, la blessure, je l'écris en rouge, il y a des blocages juridiques qui restent parfois. Et j'écris en bleu, il y a tabou et déni dans la conscience familiale et sociale. L'inceste est encore un tabou, pas seulement pour une famille, mais est un tabou actuellement, par exemple pour l'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-Michel Blanquer, connaît les chiffres, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une campagne massive de prévention et de dépistage de l'inceste en France, malgré les chiffres. Donc, l'inceste laisse des traces dans la victime de l'inceste et aussi dans la société. Et pourquoi c'est important de les préciser?
Parce que c'est plus difficile pour une victime de l'inceste de demander de l'aide pour guérir de ses troubles sexuels s'il se sent déjà pas légitime en tant que victime de violences sexuelles. On passe à l'image suivante. Alors, les troubles sexuels sont évolutifs et j'écris à côté qu'il y a l'enfance, la puberté, l'adolescence, la vie adulte, la grossesse, la vie des couples et avoir plus de 40 ans. Et sont des périodes de la vie, je dis plus de 40 ans parce que dans les cas des femmes, il y a la ménopause, en général à partir de plus de 40 ans, plus de 50 ans. Et dans les cas des hommes, il y a l'andropause aussi, ça dépend, plus de 40 ans, plus de 50 ans. Et les troubles sexuels sont évolutifs, ce n'est pas pareil si on a une anorgasmie à l'adolescence que lorsqu'on a une vie de couple. Et ce n'est pas pareil si on doit se forcer à avoir des rapports sexuels avec un partenaire qu'on a de temps à autre, qu'avec quelqu'un avec qui on est installé depuis des années, parce que éviter la vie sexuelle au fil des années peut sembler encore plus pesante. Donc c'est important cet aspect temporel des troubles sexuels. Ce n'est pas comme une angine, que c'est un symptôme précis et basta. Non, c'est un symptôme et qui va toujours se répandre vers des difficultés affectives ou émotionnelles. Alors, le temps ne guérit pas. Je ne voudrais pas dire, ce n'est pas un message négatif que je vais porter. C'est juste dire qu'il faut être proactive pour guérir les troubles sexuels parce qu'ils ne se guérissent pas de eux-mêmes. Ce n'est pas comme un virus, comme la grippe, elle peut être très pénible, mais elle-même va se guérir avec le temps. Dans les cas des troubles sexuels, le temps ne guérit pas. Bien au contraire, le temps peut jouer contre cette entente de couple au vis-à-vis de soi-même. Parce que ça crée plus de culpabilité et plus de honte. Et on sait que les blocages ou ce qui empêche la résilience sont trois choses. Le premier, c'est la honte. Le deuxième facteur, c'est la culpabilité inversée. Et le troisième, c'est la confusion. Et ces trois freins de la résilience vont se voir majorés avec le temps. Lorsqu'un trouble sexuel ne trouve pas une solution, le temps y passe. Donc, quels sont ces troubles et où on peut trouver les troubles sexuels? D'abord, dans la mémoire corporelle, qui est très réactive et dans plusieurs victimes de l'inceste, et plus l'inceste a duré longtemps, et plus la mémoire corporelle va avoir plus de souvenirs traumatiques. Donc, la mémoire corporelle, c'est vrai que le cercle vert, je ne l'ai pas fait plus grande, mais c'est très important parce que c'est implicite. Et tout ce qui est non dit va rester dans les corps et c'est le corps qui va parler. Donc ça, c'est les premiers lieux où on trouve les troubles sexuels. Les deuxièmes sont les blessures émotionnelles. Et il faut toujours rappeler que dans une famille incestueuse, il y a eu une très mauvaise éducation émotionnelle. On a contraint les enfants à ne pas tenir compte de leur peur, leur dégoût, leur rage, leur anxiété. Donc, il a eu en général des mauvais traitements, il a eu une maltraitance émotionnelle très forte sur les victimes de l'inceste. Il y a les liens affectifs, ils sont blessés évidemment, et il va y avoir un trouble que c'est dans la capacité à investir des liens affectifs, la capacité à faire confiance est une blessure à part entière chez les victimes de l'inceste. Et on sait bien que lorsqu'on parle de rapport intime, on parle de confiance. Donc, si on a des problèmes à faire confiance, c'est vrai que la rencontre corps à corps, ça peut être pénible. Et puis, dans les pétales gris, le premier symptôme évident, ou séquelle évidente, je ne dis pas qu'il est 100%, parce qu'on ne peut pas parler de 100% des victimes de l'inceste en stress post-traumatique, mais on peut dire que ça serait fort probable que toutes les victimes de l'inceste développent un stress post-traumatique, d'une part parce que c'est un trauma précoce, d'autres parce que c'est un trauma interpersonnel et d'autres parce que c'est un trauma de caractère sexuel. Et quand on ajoute les trois facteurs des grands risques, c'est fort probable que toutes les victimes de l'inceste développent pendant des années un stress post-traumatique. Et puisque la famille est défaillante,
Et puisqu'il avait un secret familial, on peut imaginer que la prise en charge de ces stress post-traumatiques a été très tardive, soit parce que la famille était négligente, soit parce que la victime était dans l'amnésie traumatique et il a récupéré sa mémoire 10, 20, 27, 30, 40 ans plus tard. Et il a vécu toute sa vie avec des symptômes qu'il ne savait pas d'où venaient. Mais il y a aussi les piliers de la psychologie qui ont été blessés, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la capacité à faire un récit de son autobiographie sexuelle. Et ça, c'est très important. Il y a un livre très joli qui s'appelle L'histoire d'un huître. Est-ce pas loin? Il vient de sortir, c'est une BD bleue et c'est la première fois que je vois une autobiographie de quelqu'un qui a souffert du vaginisme et qui est fait dans cette bande dessinée petit à petit et voit plusieurs expériences qui s'ajoutent les unes après les autres. Pour les victimes de l'inceste, en général, c'est très douloureux, très coûteux faire toute cette autobiographie. Une partie d'entre eux a été d'une part victime de l'inceste et d'autre part, une partie d'entre eux a été devenu agresseur de quelqu'un d'autre de la famille parce que dans ses repères éducatifs ne savait pas qu'est-ce que c'était la limite de l'interdit ou de ce qui était permis, qu'est-ce que c'était l'inceste, qu'est-ce qui sont les interdictions vis-à-vis des corps des autres. Donc voilà, c'est un travail, un grand travail à faire. Bon, et les pétales, pour avancer un peu, il y a les manques des repères éducatifs et l'image de sa propre famille qui est mauvaise empêche une bonne intégration sociale. Alors, quelles questions nous restent? Quels sont les outils ou les techniques thérapeutiques que nous connaissons actuellement pour accompagner les survivants de l'inceste? Je l'ai mis au masculin, mais c'est survivants et survivantes de l'inceste. Pour traiter les troubles sexuels des victimes de l'inceste et pour favoriser la résilience sexuelle qui est particulier chez les victimes de l'inceste. Alors, c'est ici que je vais vous laisser un peu de temps et observer et lire cette diapositive. Et pour que vous sachiez, Lydia de Riviero va vous faire parvenir ses supports. Donc, elle a vos mails et toutes les personnes qui se sont inscrites vont avoir accès à ces PDF. Et je l'ai fait d'une part avec mon désir de faire de mon mieux, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'améliorer, à les travailler avec d'autres collègues. Et je l'ai fait simplement parce que je ne l'ai jamais lu. Il n'y a ni le manuel de sexologie, ni le manuel de psychotraumatologie, où je n'ai jamais vu cela. Et quelles techniques répondent aux différents aspects ou blessures de la sexualité des victimes de l'inceste, je ne l'ai jamais lu. Peut-être que quelqu'un l'écrit et je ne l'ai pas encore lu. N'hésitez pas à me les faire parvenir, mais surtout, ces PDF, traitez-le comme un outil de travail. Voilà, ce n'est pas la science infuse, c'est un outil de travail pour nous tous. L'histoire d'un huître, oui, tout à fait, c'est ça. Merci, Bianca. Je vais faire un quelqu'un. C'est bon, je continue, vous voulez encore voir? Donnez un peu de temps, s'il te plaît. 2 minutes. D'accord. Oui, oui, vous pouvez prendre. Je vais expliquer ce que c'est le TRE, le ISF. Et vous pouvez prendre en photo. Oui, même si vous allez recevoir après le PDF, si vous voulez faire une photo, n'hésitez pas.
Ah, j'ai commis une erreur. C'est pas ISF, c'est IFS. Pardon, c'est une erreur de frappe. Pardon. IFS, et s'appelle, je vais l'expliquer, système intérieur familial. C'est parti? Non? Ça me répond. Oui, alors. Et quels sont les outils et les techniques? Bon, l'inceste, on va commencer, c'est une pandémie, donc ça c'est le négatif, mais le positif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dédié des décennies de leur vie pour trouver des solutions et aux personnes qui ont vécu des traumas, dont une grande partie sont des personnes qui ont vécu des traumas sexuels, dont aussi une grande partie sont des victimes de l'inceste. Alors, j'écris en petit, la guérison de chaque aspect de la sexualité participe à la résilience sexuelle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va soigner un symptôme. C'est ça que je voudrais dire peut-être comme le plus important. Dans les cas de l'inceste, on ne vient pas soigner un vaginisme, on ne va pas soigner un trouble de l'érection. Ce qu'on va guérir, ce qu'on va traiter ou ce qu'on va accompagner le survivant, on va l'accompagner dans la guérison de plusieurs aspects concomitants. La sexualité, je le présente comme une fleur pour vous dire que c'est un carrefour. Il y a un point central, mais il y a plusieurs expressions différentes. Donc, dans l'aspect, dans les pétales verts, qui c'est les aspects physiques, il semble que ça va de soi, mais dans les cas des victimes de l'inceste, ça ne va pas de soi, de dire que c'est important de trouver un praticien, un médecin, gynécologue, urologue. J'écris quelqu'un qui fait la chirurgie, j'aurais dû aussi ajouter, ça je vais le noter, j'aurais dû noter aussi un endocrinologue. Il faut trouver des médecins qui viennent aider la victime à faire face à ces problèmes qui sont soit des maladies chroniques, soit des blessures. C'est un tabou, mais on sait qu'une partie des victimes, par exemple, qui ont souffert de viols anal, ont eu un problème d'incontinence fécale longtemps, des années. Ils ont des problèmes qu'ils doivent traiter avec de la chirurgie. Et d'autres, ils doivent traiter d'autres types de blessures, parce qu'ils sont des blessures aussi parfois à répétition. Donc, bon, cette blessure dépend de la brutalité qu'ont vécu les victimes. Donc, c'est important de les soigner. Il arrive qu'il y a des patientes qui veulent avoir un soin psychologique et n'ont pas fait cette étape préalable, que c'est de s'occuper de leur corps. Et c'est là pour deux raisons. Une, parce qu'ils sont perdus, n'ont pas de repères pour prendre soin de soi, parce qu'ils ont une mauvaise éducation, qu'ils ne l'ont pas appris à prendre soin de leur corps, ou à écouter leurs blessures, ou à écouter leurs douleurs. Et d'autre part, parce que le fait d'être nu ou de devoir subir des examens, parfois un IRM ou autre, les semble très intrusif et les déclenche des crises de panique, des crises d'angoisse. Donc, beaucoup de victimes d'inceste n'ont pas un suivi médical digne de ce nom. À cela s'ajoute qu'il y a beaucoup de maltraitances médicales. Il y a aussi parfois une difficulté à se défendre, à consentir ou à ne pas consentir différents traitements médicaux, comme un frottis ou autre. Donc, quel que soit votre domaine, si vous êtes psychologue, thérapeute, ne sous-estimez pas
l'incapacité de la personne à prendre soin de son corps et aller chercher des médecins bien traitants. Posez toujours la question. Est-ce que votre médecin, gynécologue ou autre, urologue, est bien traitant? Est-ce que votre médecin généraliste est bien traitant? Et parfois, juste poser la question permet de faire tout un travail pour améliorer la santé sexuelle. Et il y a par exemple des victimes de l'inceste qui ont un traitement contraceptif qui ne les convient pas. En 10%, il ne faut pas oublier, des femmes sont porteuses d'endométriose et cela donne des fortes douleurs. Pour éviter les douleurs très fortes ou parfois insupportables, il devrait y avoir une contraception en continu, c'est-à-dire quelque chose qui les empêche d'avoir les règles pour ne pas souffrir. Et quelque chose de si basique n'a pas été mis en place. Donc, n'hésitez pas à poser des questions très précises aux victimes de l'inceste. Est-ce que votre médecin traitant est bien traitant? Est-ce que la gynécologue a pris en considération votre douleur? Est-ce que vous avez une endométriose? Comment se passent vos menstruations si sont une femme? Et n'hésitez pas à poser des questions sur les parties intimes. Parfois, les patients et les victimes d'inceste vont avoir honte et ne va pas oser les faire. Donc, n'hésitez pas à l'accompagner pour qu'il prenne soin de son corps. Alors, dans la partie physique, j'ai rappelé au début que la bouche, c'est une partie intime. Donc, n'hésitez pas à poser des questions très simples. Est-ce que vous, madame, monsieur, vous prenez soin de vos dents? Les dents, c'est une mémoire émotionnelle. Je sais que dans l'année 2021, il y a certaines personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Je ne vous demande pas de me croire. Je demande juste de poser la question aux victimes d'inceste que vous connaissez. Est-ce que vous prenez soin de vos dents? Et on va rappeler un peu. Nombreux sont les victimes de l'inceste qui ont subi des fellations forcées. Donc, se voir face à un dentiste, face à un orthodontiste, c'est très pénible. Donc, ils évitent. Et pour éviter cela, se trouvent après avec des tableaux cliniques très inconfortables. Et pourquoi la santé buccale, c'est important? Parce qu'un signe des contacts sensuels, c'est embrasser des plans bouche. Quelqu'un qui est blessé dans sa bouche, qui a honte de ses dents ou qui a des problèmes dans sa bouche, ne va pas faire ces contacts sensuels et cela va parfois empiétrer tout le reste. Ça semble très logique, mais encore, les thérapeutes ne posent pas ces questions. Avez-vous un bon dentiste qui est gentil, qui est doux, qui est attentionné, qui est respectueux? Est-ce que vous vous sentez en confiance avec lui? Est-ce que vous avez des caries à traiter? Est-ce que votre santé buccale va bien? N'hésitez pas à poser ces questions si techniques parce que parfois, les blocages des rencontres avec l'autre se trouvent dans l'intimité buccale. Bon, ça c'est pour l'aspect physique. Maintenant, on passe à les aspects physiques. Il y a des patientes parfois aussi qui se trouvent avec des complications très graves, hein, comme des règles qui durent des mois et qu'elles savent que ça c'est anormal, mais qu'elles n'ont jamais allé consulter. Et qui disent, oui, ça ne s'est passé pas très bien, les rapports sexuels, et lorsqu'on sait que la personne a eu les menstruations pendant 9 mois d'affilée, on se rend compte que les victimes de l'inceste ont vraiment besoin d'un accompagnement très technique concernant la santé gynécologique. Et pour les cas des hommes aussi, n'hésitez pas à poser des questions, si la santé va bien, s'il n'y a pas d'infections, s'il n'y a pas de mycoses qui n'ont pas été traitées, s'ils sont répétitives, etc. Le corps, c'est très important. Rappelez-vous qu'étant enfant, personne ne s'est bien occupé de leur corps. Donc, n'hésitez pas à oublier que vous avez des patients adultes qui ont 30, 40, 50 ans. Imaginez-vous que face à vous, une partie de vos patients sont des enfants de 5 ans, de 7 ans qui n'ont pas encore compris la puberté, l'adolescence et la bonne prise en charge médicale. Peut-être il y a des choses simples, ils ne connaissent pas qu'il y a un endocrinologue. Ils ne le savent pas, personne ne les a dit.
il y a parfois une différentiel cognitive très important entre leurs connaissances professionnelles, où ils savent lire, écrire, etc., et leur capacité à bien s'occuper de leur corps. Bon, je pense qu'il était assez insistante sur ces points. Alors, pour la mémoire corporelle, il y a plusieurs techniques. EFT, je ne vais pas tout expliquer, mais je vais au moins que vous cherchez à Internet. Le EFT, il y a le yoga. Ces deux techniques, on a une tendance en Occident à les mépriser, mais revenez sur vos convictions et allez chercher sur les bienfaits de l'EFT qui travaille avec les méridiens, le yoga qui travaille avec la sécurité en soi. Il y a beaucoup de victimes de l'inceste qui se sentent en permanence inquiétude. Ils ne se sentent pas en sécurité dans leur corps. Et le yoga, pour certains, est un bon outil. Rappelez-vous aussi que ça coûte cher la prise en charge multidisciplinaire et qu'il faut absolument que toutes les victimes d'inceste puissent avoir des outils, des auto-guérissons ou des self-help, comme on dit en anglais, des aides à soi-même. Il y a les TRE, vous pouvez les trouver en YouTube, il est bien expliqué par le docteur David Berceli. Il y a la sophrologie, il y a un petit livre qui vient de sortir, édition First, et avec des tout petits exercices de bien-être, savoir s'ancrer. La plupart des victimes de l'inceste ont une apnée respiratoire, ils ne respirent pas bien. Parfois, ils ne respirent pas du tout. Donc, la sophrologie peut les apprendre quelque chose de très simple à comprendre s'ils respirent ou pas. Je sais que ça peut sembler très loin du trouble sexuel, mais on doit imaginer que quelqu'un qui a une apnée respiratoire ne peut pas déclencher les processus d'excitation, puis des plateaux, puis d'orgasme, parce que sa respiration est coupée. Donc, il a bon à toucher le clitoris et son pénis, si sa respiration est coupée, sa possibilité de grimper dans l'excitation est coupée. Voilà, parfois les solutions sont très simples. L'ICV, l'intégration du cycle de vie, je vous invite à découvrir Joanna Smith, si vous ne l'avez pas encore découvert, édition Duno. Elle explique de quelle manière il y a tous ces maternages aussi qui parfois à mettre en place. Parfois les troubles sexuels avant d'arriver à l'orgasme et à la rencontre du partenaire, il faut accompagner les patients pour avoir un lien d'attachement qui est beaucoup plus précoce et l'ICV a des protocoles qui servent à cela. Joanna Smith, dans le sommet qui s'appelait Trauma, attachement et résilience, organisé par quantumway.com, et vient parler des 1000 premiers jours de vie. Elle inclut la gestation à cela. Il faut savoir que les victimes d'inceste viennent souvent appartiennent à des familles incestueuses, c'est-à-dire des familles où les parents ont déjà des stress post-traumatiques, c'est-à-dire ont déjà des difficultés d'autorégulation émotionnelle, ont déjà des problèmes de l'attachement. Donc, n'hésitez pas à découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, Joanna Smith, l'ICV, intégration du cycle de vie. Il y a le Qigong et il y a un livre, les éditions, c'est Chariot d'or. Et il y a deux livres merveilleux, sont un trésor. Un s'appelle un livre de la auto-guérison et l'autre s'appelle, je l'ai ici, Qigong Tuina. Et il y a dans ces deux livres, et que si vous le souhaitez, je l'ajouterai dans la bibliographie à la fin, parle des points d'énergie où on peut traiter les mémoires traumatiques. N'oubliez jamais que le trauma sexuel, il est caché dans le corps. La thérapie verbale est utile, mais elle n'est pas toute puissante. Si on évite le corps pour traiter la victime, on ne peut pas aider la victime de l'inceste à aller vers l'autre, vers un contact sexuel. Et puis, il y a la relaxation active. Et pourquoi active? Parce que quand il y a une relaxation sans mouvement, ça ne sert pas aux victimes de l'inceste parce qu'ils ont un grand manque de sécurité dans son corps, ont besoin de relaxation où ils bougent. Il y a une méthode qui s'est
contracter les muscles et les lâcher, contracter les muscles et les lâcher. Et cela est beaucoup plus pertinent pour les victimes de l'inceste que quelque chose, on va les dire, respirez tranquillement, ne bougez pas. En général, ça va les réactiver surtout vers la panique dès qu'ils ne peuvent pas bouger. Et il y a la psychothérapie énergétique. Il y a une spécialiste aux États-Unis, elle s'appelle Barbara Ann Brennan. Je comprends que ça ne peut pas plaire à vous tous parce qu'il parle des chakras, il parle d'énergie dans notre conception du corps humain. Et, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on va traiter les troubles sexuels des victimes de l'inceste par rapport à quelles sont nos convictions de qu'est-ce que c'est un trouble sexuel. Mais bon, c'est une porte ouverte pour ceux qui sont curieux. Différentes religions. Il y a la danse-thérapie. Il faut savoir que beaucoup de victimes d'inceste ont peur de la respiration agitée. Pour certains, pas tous, mais pour certains d'entre eux, dès qu'on écoute une voix et une leçon d'une respiration agitée, ils vont être déclenchés parce que pour eux, c'est un marqueur de la brutalité de l'agresseur. Donc, pour beaucoup des victimes de l'inceste, la danse-thérapie, il est inenvisageable au début d'une prise en charge parce qu'ils ne supportent pas. Mais parfois, ils ne savent même pas qu'ils ne supportent pas la respiration agitée. Ils ne le savent pas. Ils savent juste que dès qu'ils commencent à courir ou à faire du sport, ils ont envie de s'évanouir. Ils peuvent dire ça, ou je ne me sens pas très bien, j'ai une crise d'angoisse. Il faut les accompagner pour dire que s'ils ont peur d'écouter leur propre respiration agitée, c'est important de travailler ces déclencheurs. Et ces déclencheurs est fondamental parce que s'ils ont peur d'une respiration agitée, d'une, ils ne vont pas faire du sport, donc toute leur activité physique va être réduite. D'autres, ils ne vont pas supporter l'excitation du partenaire. Et trois, ils ne vont pas supporter eux-mêmes arriver à un état d'excitation sexuelle. Alors, je mentionne aussi les arts martiaux. C'est au cas par cas. Pour certains, c'est un exutoire de la colère, de la rage, de l'envie de tuer. Il faut savoir que de manière cachée ou explicite, toutes les victimes d'inceste ont envie de tuer quelqu'un qui les agresse. Voilà. Mais ils peuvent l'avoir déjà dépassé l'envie de contenir cela et le dire, ou peuvent au contraire l'enfuir et juste avoir des cauchemars où ils tuent quelqu'un, ils laissent éventre, etc. Donc les arts martiaux, c'est au cas par cas, ça peut servir ou pas, ça dépend de chacun. Il y a, en tout cas, ça permet d'avoir un grand contact à son propre corps et un contact codé avec les corps de l'autre. Il y a parfois, je dis parfois, et j'ai mis plein de petites étoiles autour, le EMDR et le IMO. L'IMO, c'est l'intégration par les mouvements oculaires. Il y a juste deux associations, mais c'est grosso modo le EMDR. Et pourquoi j'ai mis plein d'étoiles? Parce que les victimes d'inceste, souvent, pas toujours, mais souvent, ont vécu plusieurs viols et accompagnés dans un climat incestuel à la maison, avec de l'exhibitionnisme, des violences sexuelles verbales, etc. Et dans ces cas-là, le MDR, il est impuissant parce que quand on commence les processus avec la victime, on ne peut pas revenir et boucler le cercle. Donc, la victime va se dissocier au milieu de la séance et on ne va pas pouvoir les stabiliser à la fin. Donc, quand il y a un trouble dissociatif très important, la thérapie psychocorporelle qui est plus efficace, c'est les ICD, l'intégration du cycle de vie. Et dans ces cas-là, le MDR est déconseillé. Alors, je ne mets pas en doute l'efficacité de l'MDR pour traiter des traumas sexuels bien définis. Et ce que je vais juste attirer l'attention, c'est lorsqu'il y a des traumas sexuels dans des situations traumatiques. Voilà. Alors, on passe au pétale orange. Il y a des thérapies des émotions. On ne peut pas guérir une victime de l'inceste sans avoir une thérapie explicite des émotions. Je reviens encore sur les livres d'Elisabeth Couston et Françoise Dorn, qui c'est les livres les plus complets que je connais pour traiter les 6 compétences émotionnelles, la conscience, l'expression, la maîtrise, la compréhension, l'utilisation et l'équilibre des émotions. C'est vraiment la base et en général, les victimes d'inceste en ont grand besoin.
Et il y a la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui permet aux victimes de différencier entre émotion, pensée, conviction et situation. Et je répète, cette division des bases, faire la différence entre la situation, l'émotion que je ressens, la pensée qui m'envahit et ma conviction profonde, c'est un travail à part entière qui peut faire une spécialiste des TCC. Il y a aussi l'hypnose avec un travail très important de constituer un endroit sûr. Si on n'a pas créé un endroit sûr dans son imaginaire, si on ne se sent pas en sécurité dans son propre corps, il va être impossible d'aller vers l'autre, vers une exploration corporelle et une synchronicité de l'excitation sexuelle. Pour traiter les blessures qui concernent les liens affectifs, il y a de nouveau le TCC, il y a le théâtre, il y a l'erreur que j'ai mis, ce n'est pas les ISF, c'est les IFS. Et je peux vous l'expliquer de manière très simple, mais je voudrais que vous saviez à Quantum Way, qui a mis des ressources gratuites, et aussi à YouTube, où il y a la personne, le spécialiste, je vais vous dire quel est son nom. Et les spécialistes de l'IFS, c'est le docteur Richard Schwartz. Et à quoi dit grosso modo, mais il y a d'autres livres comme Gérer la dissociation d'origine traumatique, des éditions de Bock qui le mentionnent. Une personne traumatisée. Pardon, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Et Alexia, je viens de voir que vous voulez prendre la parole. Juste, je finis ça et je vous donne la parole. Et il y a, dans la prise de décision pour les troubles sexuels, il y a très souvent une partie, un état d'émoi de la victime d'inceste qui veut aller de l'avant et guérir les troubles sexuels, explorer son propre corps, les corps de l'autre, découvrir sa sensualité, améliorer son image de soi, etc. Et en général, il y a une autre partie de soi de la victime de l'inceste qui est très réticente, qui pense qu'il va être en danger, qui est convaincu qu'il va très mal se passer, qu'il ne doit pas y aller là-bas. Donc, cette technique IFS, expliquée par le docteur Schwartz, va travailler avec toutes les parties de soi. La partie de soi qui c'est la partie qui veut bien travailler les troubles sexuels et aller l'avant, la partie de soi qui est les protecteurs, qui ne veut surtout pas, qui veut éviter ça. Il va faire comme un groupe de paroles, je simplifie, hein, donc c'est vraiment une simplification, un groupe de paroles pour venir parler et mettre en dialogue. En général, il va y avoir une autre partie de soi qui c'est la médiatrice, qui est en train d'évaluer si oui ou sinon, qu'est-ce qui c'est mieux. Et c'est très pertinent. On peut faire une médiation utilisant les dessins, utilisant des objets. Et le docteur Schwartz, dans les sommets qui s'appellent Trauma, Attachement et Résilience organisés par Quantum Way, je trouve qu'il était formidable parce qu'il a expliqué une technique qui est efficace, qui est de comprendre qu'il y a des parties de soi qui sont des éléments protecteurs et sont parties qui sont composées d'émotions, pensées et convictions et buts par rapport à la personne, des buts de sécurité. Il y a d'autres parties de soi qui sont aussi un ensemble à part entière où il y a des émotions, des pensées et des convictions. Et ce groupe de paroles à l'intérieur de soi-même, c'est une grande aventure en fait. Alexia, je vous donne la parole, vous voulez dire quelque chose? Ah, pardon. S'il te plaît, pour les dernières phrases concernant les porte-paroles, je n'ai pas compris. Ah, et en fait, c'est comprendre qu'à l'intérieur de chaque victime d'inceste, il y a plusieurs états d'émoi pour traiter les troubles sexuels. C'est-à-dire une partie d'eux qui veut résoudre tous les troubles sexuels et d'autres parties de soi qui sont très réticents et qui sont peur, ils sont convaincus que la sexualité, c'est un endroit de danger. Donc, c'est comme faire cette thérapie, c'est comme
aider la victime, la patiente, le patient, à faire un groupe de paroles dans lequel chaque partie de soi va participer à ces groupes de paroles et on va les reconnaître à chacun, l'honorer à chacun et comprendre la bienveillance, les bonnes intentions de chacun. Ceux qu'ils veulent aller vers la sexualité et ceux qu'ils veulent éviter la sexualité. En tout cas, allez de vous-même à écouter le docteur Schwartz pour voir comment il explique les IFS. Hein, j'insiste, je l'écris à l'envers. Il y a, donc je continue rapidement, il y a les thérapies narratives, pouvoir écrire son propre... Pardon? Voilà, s'il te plaît, c'est Dr. Schwartz. Veuillez m'écrire en commentaire comment ça va, comment c'est écrit. Merci. Je vais écrire ici. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a mis les liens. Merci beaucoup, Alexia. C'est le docteur Richard Schwartz. C-H-A. Je l'ai bien écrit. OK. Richard Schwartz. Et ce que je mentionne, c'est le sommet qui s'appelle Trauma, Attachement et Résilience d'un groupe de thérapeutes de Lyon qui s'appelle Quantum Way. Vous pouvez les trouver en Instagram et dans son site internet qui c'est www, je vais l'écrire, quantum-way.com. Ils sont un nom en anglais, mais ils sont français, francophones. Ils sont français. Alors, j'avance un peu. Donc, les troubles affectifs aussi, il y a la psychologie clinique. Donc, cette idée de parler, l'écoute est aussi importante. Il y a ses limites. Il y a ses limites. Mais pour certains patients de l'inceste qui n'ont jamais dit qu'est-ce qui s'est passé, pour certains d'entre eux, c'est un pas des géants. Déjà, sortir du non-dit. Parce qu'au lieu de porter les traumas dans son corps comme un non-dit, ils vont venir les partager. Donc, un thérapeute qui a un sens de l'écoute, qu'il y a un accueil émotionnel important, une bienveillance, ça peut être aussi une grande aide pour la santé sexuelle de la victime d'inceste. Alors, je mentionne aussi l'animal des compagnies, parce que parfois, la blessure de faire confiance est tellement importante que le fait de faire un lien et un lien d'attachement avec un petit animal de compagnie, un chat ou un chien, parfois c'est un tout premier pas pour imaginer qu'on peut toucher quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui ne vous fait pas du mal. Bon, évidemment, je les mentionne parce que c'est bien que tout soit bien clair. Je ne parlais pas d'un animal de compagnie comme pour exprimer la sexualité dans l'essence génitale du terme. Je l'ai bien mis, l'animal de compagnie, dans les pétales roses où on parle des liens affectifs. Je préfère dire tout. Pourquoi? Parce qu'avec les victimes de l'inceste, vous devez aussi garder à l'esprit qu'ils peuvent avoir des distorsions cognitives très graves parce qu'ils appartiennent à des familles incestueuses parfois pendant des générations. Donc, comme thérapeute, n'hésitez pas à être toujours bien explicite. Il y a dans les pétales gris un travail ciblé sur les piliers psychologiques. Donc, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'identité. C'est bien de les faire. Et pourquoi? Parce que les risques de dépendance affective est très important chez les victimes de l'inceste. La probabilité de tomber sur des partenaires qui sont malveillants ou dominants sexuellement, c'est très haute aussi. Donc, n'hésitez pas à imaginer qu'il faut bien les demander à la victime de l'inceste comment se sent dans son couple. Hein. Et la thérapie des schémas,
Et pourquoi c'est important? Et s'il y a un d'entre vous qui fait cela, sachez qu'en faisant le questionnaire de Jung avec les 232 questions, si vous faites tous ces questionnaires avec les victimes de l'inceste, vous pourrez voir très clairement où se trouvent les zones de dissociation. Parce qu'ils vont apparaître dans la réponse tout à fait 6, pas du tout 1. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Vous verrez la dissociation dans la cartographie de toutes les sondes des thérapies des schémas. Vous verrez la dissociation, c'est très clair. Et c'est un peu technique, mais les personnes qui connaissent la thérapie des schémas, je pense qu'ils m'ont compris. C'est important aussi les techniques d'autodéfense verbale, physique, juridique, l'art-thérapie pour pouvoir exprimer des choses que parfois la parole ne peut pas. La pleine conscience, je n'ai pas mis des étoiles, mais il faut savoir que la pleine conscience, si je devais dire des états 1 à état 7, c'est pour les victimes de l'inceste qui sont dans le stade 7 de sa guérison. C'est-à-dire sont des personnes qui ont déjà acquis la sécurité dans son propre corps, la conviction qu'ils méritent le meilleur du monde, l'idée qu'ils peuvent écouter la respiration, qu'ils peuvent accueillir les émotions, qu'ils peuvent les laisser passer, les observer. Donc, c'est déjà qui ont fait beaucoup, beaucoup d'avancées pour arriver à la pleine conscience. Quelqu'un qui arrive plein de troubles sexuels et avec une hyperréaction neurovégétative importante, la pleine conscience n'est pas pour commencer, c'est pour plus tard. Et ça ne veut pas dire que la pleine conscience n'est pas efficace, c'est que vous mettrez votre patient en situation d'échec, parce que c'est déjà trop difficile de lui dire reste dans ton corps, accueille tes émotions, écoute ta respiration, reste ta respiration telle qu'elle est. Vous lui demandez la lune. Et les groupes de parole sont aussi très importants pour la guérison et pour trois choses. D'une, parce qu'il y a les groupes qui portent, c'est-à-dire ils vont dépasser la honte d'être victimes d'inceste parce qu'ils vont voir qu'il y en a plein et qui ont aussi vécu l'inceste. Ils vont écouter les stratégies de l'agression, la manipulation affective, l'intimidation, les menaces qui sont in crescendo, et les complices à l'intérieur de la famille, et tous les autres membres de la famille adulte qui savaient, mais faisaient comme s'ils ne savaient pas, ou qui parfois savaient, ils disaient des phrases qui les faisaient comprendre à l'enfant qu'il fallait se soumettre. Donc, les groupes de parole sont des grands groupes de soutien. Et dans la position asymétrique thérapeute victime d'inceste, la victime de l'inceste se sentira toujours un peu avec ce poids de la honte. Dans un groupe de parole, il va y avoir d'autres victimes qui sont déjà dans d'autres niveaux d'avancement et cela va les aider énormément pour dépasser les 3 freins de la résilience. Je me répète un peu, ils vont dépasser la honte, ils vont dépasser la culpabilité inversée, ils vont comprendre que ce n'était pas leur faute, qui, par exemple, si leur vulve ou leur pénis ont réagi avec une érection involontaire, ce n'est pas leur faute. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient consentants à l'inceste. Ça veut dire juste qu'ils sont des organes érectiles qui sont réagis à la stimulation, tel comme une personne, si on lui met du citron dans la bouche, va saliver. Cela ne veut pas dire qu'il aime les citrons ou qu'il avait envie des citrons. Ça veut dire juste qu'il a des glandes salivales qui sont faites pour réagir, telles comme les clitoris et le pénis sont faites pour réagir aux stimulations sensorielles. Et puis, alors, les groupes de parole sont importants. On passe au pétale bleu. La bibliothérapie, c'est fondamental pour les victimes d'inceste du moment qu'ils le peuvent, qu'ils puissent avoir accès d'eux-mêmes à des livres fiables. Parfois des petits livres, parfois des sites internet où ils peuvent comprendre qu'est-ce que c'est la sexualité parce qu'ils sont des grandes carences éducatives concernant tout, les interdits. Et il y a des victimes adultes, par exemple, qui vont dire, et c'est terrible, à plus de 30 ans, vont dire, oui, je l'ai proposé des rapports à une cousine germaine, je ne savais pas. Et c'est terrible, parce que la double casquette victime de l'inceste, agresseur incestueux, ça existe. Donc, l'information, c'est très importante. Les réseaux sociaux, il y a des comptes que je vais écrire dans les chats. Il y a un compte qui s'appelle, c'est un compte allemand, s'appelle vielma.art. C'est très important parce qu'il montre des planches anatomiques
et des hommes, des femmes et aussi des personnes intersexes. Et je vous rappelle que les personnes intersexes, c'est-à-dire les personnes qui ont des variations et variations que ça peut être dans ces organes sexuels externes, internes, endocrines, etc., sont les 1,7% de la population mondiale. On est en train de parler de 119 millions de personnes. Et donc, n'hésitez pas à découvrir le compte Instagram vielma.art parce qu'il y a une présentation de toute cette variation aussi génitale. Et alors, les dernières pétales, c'est les associations et les coachings professionnels pour toutes les blessures à long terme sur l'insertion professionnelle des victimes de l'inceste et pour son insertion sociale, tout court, pas seulement professionnelle, les associations sont fondamentales. Et il y a des choses où un thérapeute, un libéral ne pourra pas accompagner une victime, ne pourra pas. Voilà, tout simplement. Donc, les associations, c'est vraiment un pilier qui concerne et qui doit être pour toutes les victimes d'inceste en particulier. J'attends quelqu'un, peut-être vous pourriez couper vos micros, je vous donnerai la parole après. Il y a quelqu'un qui ne faut le lien. Ah, c'est pas un lien. Vielma.art, c'est un Instagram. Et c'est pas at. C'est un compte Instagram. Et @vielma.art. Et n'hésitez pas à couper vos microphones, merci. Donc, comme il y a une famille incestueuse qui fait honte, l'association vient faire médiation, c'est-à-dire une autre manière d'être accompagné pour des personnes qui vont comprendre qu'est-ce que c'est un interdit. Et je vais finir parce que, désolé, j'ai dépassé beaucoup le temps. Désolé, il y a l'autre... qui peut déclencher, favoriser, construire et consolider la résilience sexuelle d'une victime de l'inceste. Il y a plusieurs rôles différents, la victime elle-même, le partenaire, les thérapeutes spécialisés, les associations, les groupes de parole, les médias aussi, c'est important. Parce que les médias, du moment qu'ils cassent le tabou de parler d'inceste, c'est là, ça l'enlève un poids, ça l'enlève la honte à la victime d'inceste. Et n'oublions jamais que la honte, c'est la première barrière qui empêche la résilience. Et s'il n'y a pas résilience globale, il n'y a pas résilience sexuelle. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que thérapeute on est toujours dans la même question, pour accompagner la guérison, les traitements des troubles sexuels des victimes d'inceste, lire sur la sexualité, déjà ça, lire sur l'histoire des tabous liés à la sexualité. La France, vraiment, on est gâté. Il y a plein de chercheurs, sont magnifiques. Il y a la politique du clitoris, les dictionnaires de sexualité, l'histoire des sexualités, une bande dessinée sur l'histoire des sexualités du monde. Vraiment, on est gâté. S'informer sur les clitoris en particulier. Pour cela, il y a des livres, si vous tapez clitoris, il y a 2 livres en France qui s'appellent juste clitoris. Sur la charge sexuelle, il y a un livre en France qui était montré. Je vais l'ajouter dans la bibliographie. Je vais l'ajouter à cette présentation pour qu'il vous parvienne par mail. L'autre chose, faire des troubles sexuels des victimes de l'inceste, un sujet de recherche. Là, je reviens sur le chercheur universitaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas lu, peut-être c'est mon ignorance, peut-être c'est sexiste, et cela existe, la vision globale de toutes les différentes sortes de troubles sexuels des victimes d'inceste qui ont été victimes de viol et d'une éducation sexuelle très mauvaise et contraignante, et puis d'autres types d'abus associés et d'autres types de violences sexuelles, parfois des violences verbales. Par exemple, tu es une pute, pardon de la grossièreté, mais cette phrase, cette violence verbale, à force d'être répétée, ça fait un tableau que ce n'est pas pareil que d'être victime d'un viol 1 ou 2 ou 3 fois. C'est une violence sexuelle omniprésente. Et dépasser nos propres hontes liées à notre autobiographie sexuelle. Là, j'appelle à la supervision. On ne peut pas accompagner une victime de l'inceste pour qu'il dépasse sa honte
si on n'est pas au clair pour avoir dépassé nos propres hontes. On ne peut pas accompagner une victime de l'inceste pour assumer son histoire, son autobiographie sexuelle, si on n'a pas fait notre travail avec d'autres thérapeutes pour parler de notre propre autobiographie sexuelle. Au complet. Au complet. On ne peut pas accompagner des victimes de l'inceste si on a des sons d'ombre, si on a des choses qu'on n'a jamais dit à un thérapeute, qu'on a voulu passer sous silence, faire comme s'il n'était pas là, cette partie de notre vie sexuelle. On ne peut pas. Parce qu'on va se mentir à soi-même. On va aller dire à quelqu'un, je vais t'aider. Et il faut toujours, charité bien ordonnée, commencer par s'aider soi-même. Alors, accepter que la sexologie s'est développée dans un contexte misogyne et patriarcal. N'oublions pas qu'au XXe siècle, on faisait des clitoridectomies, c'est-à-dire des mutilations des glandes de clitoris, à des femmes en France parce qu'elles se masturbaient. C'est parti de l'histoire française, on est en France. Et chacun, s'il y a personne qui vient d'autres pays, n'oubliez pas que la sexologie appartient à des groupes de pouvoir, parce que les médecins ont toujours fait partie des groupes de pouvoir. Donc, il faut chasser la misogynie et les patriarcats des études, parce qu'ils fonctionnent comme des blocages, comme des mythes, comme des interdits, et comme des suppositions très fausses. Comme par exemple, il y a encore des sexothérapeutes que j'ai entendus de la part des patients, que l'année 2021 l'explique aux femmes, lorsqu'il y a un couple qui vient pour un trouble sexuel, l'explique aux femmes que les hommes sont des pulsions sexuelles et des besoins sexuels très importantes et pas les femmes. Donc, ce sont des sexothérapeutes qui n'ont pas compris que les organes érectiles, il y a les clitoris et les pénis, et que dans notre société, certes, il y a une stimulation de l'imaginaire érotique super développée pour les hommes, parce qu'il y a des publicités de yaourt avec des seins et avec un décolleté. Et pour les femmes, on peut passer 1 kilomètre entier dans la ville et on n'a pas vu des hommes qui sont dans des positions aguicheuses ou alléchantes. Il n'y a que les femmes lesbiennes, peut-être qu'ils peuvent avoir un imaginaire érotique plus développé, mais les femmes hétérosexuelles, par rapport à un homme hétérosexuel, un imaginaire érotique très sous-développé. Donc, n'oubliez pas, la sexologie actuelle, il est dans un contexte misogyne et patriarcal. Et consultez, comme je disais, pour faire un point sur vos propres secrets. Imaginez, s'il vous plaît, des jardins secrets sans violence. La pornographie et violence sexuelle. Il n'y a pas de pornographie sans violence sexuelle. Et quand on veut dire une pornographie féministe, n'oubliez pas que c'est montrer et s'obliger à avoir des rapports sexuels sans avoir le contrôle de qui va voir cela, c'est un rapport sexuel sans consentement. Parce que le consentement est toujours limité. Qui, quand, où, comment. C'est situé. On est 2, on est 3, n'importe, mais il y a un consentement spécifique, limité. Travailler à la pornographie signifie avoir des rapports sexuels vers un public illimité, dans les temps aussi illimités. Donc, il n'y a pas pornographie sans violence sexuelle, même si on dit que c'est féministe. Alors, je comprends bien que pas tout le monde est d'accord avec moi, pas de problème, je n'ai pas la science infuse, donc je me répète, et on va avoir un prisme. Et le mien, c'est que la violence sexuelle, la pornographie est violence sexuelle. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, mais c'est bien que vous soyez au clair avec vous-même et vos convictions. Alors, promouvoir un imaginaire érotique sans violence et sans domination masculine, c'est très important. Si une patiente d'inceste voit du porno, bon, en général, ils sont une aversion sexuelle, ne veulent pas. Mais si ils sont avec un couple, un partenaire qui voit du porno, il faut penser que cette situation va mettre la victime d'inceste dans un impasse. Donc, posez des questions explicites quand vous accompagnez les victimes de l'inceste. Dans les 10, j'ai dit acheter. Hein. C'est rare, hein. Pour que vous sachiez, je ne travaille pas pour quantumway.com, hein. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais je trouve que c'est un très bon investissement parce que vous écouterez par vous-même des grands spécialistes du trauma. Alors, malheureusement, le trauma sexuel n'a pas été traité de manière explicite. L'accompagnement des troubles sexuels des victimes de l'inceste non plus n'a pas été de manière explicite. Mais vous pouvez
faire des juxtapositions de ce qui vont vous dire ces grands spécialistes et ce que vous pouvez appliquer au monde des troubles sexuels. Et puis, il y a encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'informer sur les personnes intersexes, s'informer sur les violences obstétriques et gynécologiques. N'oublions pas que la grossesse est un espace, une étape de transparence psychique. C'est une étape de vulnérabilité émotionnelle. Donc, les victimes d'inceste qui sont enceintes peuvent avoir des émotions qui vont ressurgir à ce moment-là, parfois des amnésies traumatiques qui vont partir. Et c'est suite à une grossesse qui peut avoir une dépression postpartum. Et parfois, quand viennent plus tard les victimes pour essayer d'arranger les troubles sexuels, elles passent sous silence les difficultés qui sont vécues pendant l'accouchement, les violences obstétriques et gynécologiques. Et pourquoi ça passe sous silence? Parce qu'il semblerait que l'inceste est plus important. Mais il y a des traumas sexuels cachés là. Donc, soyez attentifs à ces moments-là. S'il y a une victime de l'inceste qui a été maman et qui a accouché, posez la question de manière explicite. Avez-vous subi des violences obstétriques et gynécologiques? Faire pression, vous pouvez aussi faire pression sur le ministre de l'Éducation et pour qu'il mette en œuvre l'article L312-16 du Code de l'Éducation qui oblige à faire 3 séances annuelles sur l'éducation à la sexualité. Cet article existe en France, mais il est lettre morte, il n'est pas appliqué. Dénoncer les articles des presses qui sont sexistes et qui sont dans la presse et aussi dans la presse universitaire ou dans les spécialistes de l'université, ça existe encore. Favoriser, s'il vous plaît, les études chiffrées sur les coûts des parcours de soins. Et on dit en Allemagne qu'un parcours de soins pour les stress post-traumatique, c'est 43 000 euros. La docteure Violaine-Guérin chiffre les parcours de soins d'une victime de violences sexuelles à 25 000 euros. C'est là l'année 2016. Donc, on doit être actuellement pour un parcours de soins global autour de 40 000 euros. Donc, chiffré, parce que c'est une souffrance supplémentaire pour les victimes de l'inceste et que souvent on ne parle pas de ça, mais cela les empêche en fait d'aller plus loin parce qu'ils n'ont pas des mots pour nommer toutes les violences qu'ils souffrent. Et voilà, réfléchissez aux couples résilients, réfléchissez à des protocoles accessibles pour les adolescents et les adultes quand elles sortent de l'amnésie traumatique. Et numéro 10, soyez heureux, parce qu'un thérapeute heureux peut aider ses patientes. Un thérapeute malheureux et déprimé ne peut pas aider ses patientes. Donc, prenez soin de vous pour ne pas subir les traumas vicariens. Et les spécialistes mondiales, je vais la noter, elle s'appelle Béatrice Picolan, je pense que j'ai oublié son nom de famille, mais en tout cas, je vais les mettre dans la bibliographie. Elle a étudié que ça pendant une décennie. Et je vous montrerai ici qu'est-ce que c'est pour moi les couples ou les comportements sexuels. C'est juste, j'ai mis un pétale, les pétales bordeaux, mais c'est très large en couple. Donc, n'hésitez pas à aller dire cela, à inventer peut-être votre propre fleur pour parler de qu'est-ce que c'est pour vous un couple. Et n'hésitez pas à le dire aux victimes de l'inceste parce que parfois ils sont très angoissés avec les problèmes sexuels et ils pensent que les couples ne tiennent qu'à ça. Donc c'est très réconfortant pour eux de les dire que la sexualité ou les comportements sexuels, c'est juste une partie du couple. Ce n'est pas tout. J'étais très bavarde, je n'ai pas assez écouté. On est déjà à 2 heures. Donc je vais sortir du partage. Et je vais répondre à la question, est-ce qu'une approche psychanalytique peut être judicieuse dans l'accompagnement de ces personnes, aussi bien pour la supervision des professionnels que pour les victimes d'inceste? Alors, on commence toujours par son expérience. Moi-même, j'ai fait une psychanalyse qui a duré 9 ans. J'ai un très bon lien encore avec elle. Et ma psychanalyste, ça m'a beaucoup servi de m'allonger, de parler de coq à l'âne et tout, de ma vie, de mon immigration, des changements de langue. Oui, mais ce n'est pas une thérapie efficace pour traiter des traumas sexuels. Ça peut aider,
et avoir une écoute attentive, bienveillante, mais je dis bien bienveillante parce que j'ai connu aussi des patientes, connu des psychanalystes qui n'ont donné aucun accueil émotionnel et on était des personnes fermes, avec un visage ferme, qui n'ont jamais fait les liens d'attachement. Donc, d'une part, pour moi, la psychanalyse n'est pas la thérapie la plus efficace pour traiter un trauma sexuel. Et d'autre part, ce n'est pas la plus efficace pour traiter un stress post-traumatique non plus. Ce n'est pas la plus efficace pour atténuer l'hyperréactivité neurovégétative. N'est pas la plus efficace parce que c'est une thérapie verbale et les traumas se trouvent dans les cerveaux et dans les corps. Mais cela ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Autre chose, c'est faire une analyse des convictions sous-entendues ou explicites des écoles psychanalytiques et qui se trouve, Freud, même si c'était un homme très intelligent, c'était un homme de son époque où son collègue pratiquait des clitoridectomies, des mutilations génitales. Il pensait que l'orgasme clitoridien était immature, ce qui est faux. Il pensait qu'il avait deux types d'orgasmes, clitoridien et vaginal, ce qui est faux. Il pensait qu'une femme, une petite fille avait une envie de pénis, ce qui est faux, parce qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais sa vision est très androcentrée, phallocentrée. Cela ne veut pas dire que l'inconscient n'existe pas, ça existe, mais je ne conseille jamais à aucune de mes patientes d'aller faire une thérapie en psychanalyse. Alors, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas profondément d'une, la psychanalyste qui m'a accompagnée à moi, et d'autres amis qui sont psychanalystes, et je pense qu'ils sont merveilleux dans la démarche d'écouter l'autre, de raisonner avec l'autre, mais ce n'est pas pour moi un suivi des premières intentions pour les troubles sexuels des victimes de l'inceste. Voilà, c'était très long et c'est 2h18. S'il y a des questions, je vais bien répondre. Dans la pratique auprès des personnes que j'accompagnais, s'il y a psychotrauma, cette technique peut, dans certains cas, réactiver les sentiments d'abandon et les sentiments d'anéantissement. Oui, parce que la personne n'est pas en face, hein, tout à fait, et merci beaucoup. Tout à fait. Et je pense que pour l'attachement, le fait d'être allongé, déjà c'est une position de vulnérabilité très grande pour beaucoup de victimes de l'inceste qui ont été violées dans cette position-là. Et avoir quelqu'un on ne peut pas les voir, ça peut rappeler à beaucoup de victimes d'inceste qui étaient violées dans la nuit, sans la lumière. Je ne dis pas que toutes ont été violées dans ces conditions-là, mais pour certaines, oui. Donc, bon, en tout cas, je ne les recommande pas. Dans mon site internet, je ne recommande pas la psychanalyse pour traiter les traumas sexuels. Voilà. Mais bon, j'assume ce que je crois, mes convictions, j'ai des raisons, mais bon, chacun peut avoir d'autres types d'expériences. Et dans les groupes de parole que j'animais, je n'ai pas vu que la psychanalyse a traité, par exemple, le stress post-traumatique n'a pas aidé. Bon, si vous voulez, on reste là. On est déjà à 2h20. Et n'hésitez pas, et si vous avez des questions, à me les faire parvenir. J'ai fait de mon mieux, excusez-moi les manques de synthèse peut-être. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.